Montagne du Tonnerre, un spectacle communautaire dont le cœur est le site minier de Tchibagui. La première aura lieu ce vendredi. En fait, pour vous qui regardez cette émission, dans moins de 2 heures et en ce mercredi, 2 jours avant le jour J, eh bien, nous avons voulu nous rendre sur place pour vous faire partager l'angoisse, la précipitation des dernières répétitions. Il est 7h30 et ensemble nous allons passer cette journée sur le site. Témoignages, patrimoine seront bien sûr les références de ces 45 minutes. Avec nous, au milieu de notre équipe, Pierre Culan, chargé des affaires culturelles, sur place. Il nous donnera la raison de sa présence pour ce spectacle. Voilà, direction donc Koumak, 55 minutes de vol. On se retrouve dans moins d'une heure donc sur ce site de Tchibagui. A tout à l'heure. Voilà, après ces très belles images, il nous a fallu moins d'un quart d'heure pour rejoindre de l'aéroport de Koumak, ce site numéro 2 de Chromical, fermé de l'exploitation depuis fin 90, début 91. Notre premier invité, bien avant de parler du spectacle, La Montagne du Tonnerre, c'est un minier par excellence. Paul Tourte, bonjour. Bonjour Thierry. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de force, le fait de revenir sur ce site. Oui, mais il y a toujours un petit moment d'émotion et surtout beaucoup de souvenirs. Parce que j'ai commencé à travailler ici très jeune, j'avais 18 ans, donc ça fait près de 50 ans, ou un peu plus de 50 ans que mon premier travail sur Tchibagui. Alors quand je reviens, j'ai toujours un petit moment d'émotion. Sans la mine. Quoique là, c'est la deuxième exploitation, mais alors quand je monte sur le site, vraiment le site de Tchibagui, plus haut, là ça me fait quand même quelque chose. Avec le recul, quand vous parlez à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'est quel sentiment, c'est quelle puissance qui ressort de toutes ces années passées dans les mines? C'est beaucoup de souffrance, c'est de l'amitié vraie avec des collègues, c'est des choses qu'on n'a pas pu partager même avec sa femme, même avec sa famille. Ben, beaucoup de souffrance, pas précisément, parce que, bon, à l'époque, bien sûr, on travaillait quand même plus dur qu'actuellement, mais il y avait à l'époque beaucoup d'amitié, aussi bien entre Européens, Mélanésiens, Chinois non moins, parce que les Chinois arrivaient ici, ne parlaient pas français, alors ils avaient un village à part. Mais on garde des bons souvenirs, c'est parce que quand j'avais travaillé à Tchibagui, moi, en 42-43, il n'y avait pas de route, donc les familles ou les gens qui montaient là-haut, ils faisaient 5 km de montée, et il y en avait qui restaient des fois une année ou 6 mois sans redescendre. Alors on se retrouvait, parce qu'il n'y avait pas de moyen de descendre, c'était trop dur. Hein. Une famille avec des gosses, il fallait emmener ces gosses-là jusqu'à Pagoumène, faire 5 km comme ça, puis remonter 5 km comme ça. Là. Alors ça fait qu'on vivait vraiment en grande famille, hein, aussi bien les célibataires que les gens mariés, ça on se rencontrait journellement, quoi. Si Quand vous aviez 10-12 ans, Paul, vous saviez que votre carrière se ferait dans la mine. Est-ce que c'était un acquis? Tous les gamins de la région allaient finir à la mine? Non. Non, parce que j'étais à l'école à Nouméa, et puis quand Tourte, c'est un nom de bourraille, ça. Hein? Tourte, c'est un nom de bourraille. Oui. Et je ne pensais pas du tout à la mine, parce que je pensais pouvoir poursuivre mes études, mais quand, en 1939, bon, j'avais 14 ans ou un peu plus, la guerre a été déclarée, et mon père a dit, bon, ben, c'est la guerre, il vaut mieux que tu rentres à la maison, parce qu'on pensait déjà que les Japonais, peut-être pas les Japonais, on pensait que la guerre allait s'étendre, pas moi, mais mon père, que la guerre allait s'étendre au Pacifique, et dire, s'il y a des bombardements, ça sera Nouméa, où il y a beaucoup de maisons, et tu seras mieux là, et puis bon, ben, allez, avant, on obéissait aux parents plus que maintenant, je pense, bon, ben, papa, c'est comme ça, bon, ben, je retourne. Et puis, bon, alors c'est là qu'après j'ai pensé
j'ai pensé à la mine. Alors dès que j'ai eu moins de 18 ans, j'avais travaillé un petit peu pour la municipalité à l'époque, à réparer des routes, des trucs comme ça. Puis dès que j'ai eu l'âge, je suis monté ici, puis en fin 42, puis j'ai été embauché. Est-ce que le recrutement se faisait facilement, trop facilement, ou était déjà très dur, très sélectif? Il y a eu des périodes. Le chrome, c'est pas tellement prononcé, que les crises ne sont pas tellement prononcées comme nickel, mais il y a eu quand même des périodes enfin, plus mauvaises et puis d'autres meilleures. Mais non, on rentrait assez facilement parce que à l'époque, on ne trouvait pas de main-d'œuvre à part les Chinois. Les Mélanésiens n'avaient pas le droit à l'époque de rentrer dans les droits en 48 ou 49 seulement. Et uniquement pour les chargements de bateaux? Ouais, ah oui, oui, non, pour le travail de surface. Uh-huh. Ils travaillaient comme tout le monde, mais les Javanais, on pouvait pas d'après leur contrat, on ne pouvait pas les faire travailler en souterrain aussi. Il y avait que les Chinois. Il y a eu les Japonais dans un premier temps, mais après, en 41, bon, là, ils ont ramassé tous ces Japonais. Ce sont les Chinois qui les ont remplacés. Paul, on vous écouterait pendant des heures parce que vous avez été choisi un petit peu par tout le monde sur ce site en disant c'est Paul, notre porte-parole, avec tous les vieux qui sont avec nous pour cette journée. La mine, en conclusion, en une phrase, ça a apporté quoi dans la région? Oh, ben ça a apporté beaucoup. C'est d'ailleurs la mine... Au niveau des gens, hein? Au niveau des gens, mais oui, au niveau des gens, ça a apporté parce que bon, la mine... C'était la mine, mais tous les emplois induits à côté, les commerçants, tout ça, même les pêcheurs venaient vendre leurs poissons, ça fait... ça a généré beaucoup d'animation. Beaucoup d'activités, même en dehors de la mine. Quel regard, pour terminer, vous portez, Paul, sur ces sites qui sont laissés tels quels? Un peu de rouille, même beaucoup de rouille. Le village qu'on a vu tout à l'heure sur les images de l'avion Aviazur, laissé à l'abandon. Ben, ça fait quand même mal au cœur pour les gens qui ont travaillé. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé toute leur vie, c'est pas mon cas, sur la mine. Et quand ça a fermé, vraiment, je connais des familles qui ont été désorientées. Heureusement que le nickel a quand même pris pas mal de gens pour les mettre à Thio, mais c'était pas du chrome, c'était du nickel. Et puis les gens avaient certainement des attaches aussi dans le coin, tout ça. Je pense que ça fait beaucoup de regrets. Hein. Et d'ailleurs, les gens ont tout abandonné là-haut. La plupart des gens. Hein. Les maisons sont restées... les gens avaient l'impression, bon, ça s'arrête, mais dans un an ou peut-être dans 6 mois, ça va recommencer, puis c'est jamais reparti. Bien. En tous les cas, ce week-end, ça va repartir et c'est avec beaucoup de passion que nous sommes là pour cette première année, ce spectacle, La Montagne du Tonnerre. Beaucoup d'agitation, de précipitation, parce que nous sommes à moins de 2 jours de la première. Je vous invite sans plus tarder, en pleine répétition, n'oubliez pas que ce sera un spectacle de nuit, à assister à l'une de ces répétitions. Et puis juste après, dans un autre lieu, nous retrouverons Émile Martinez et Pierre Cullen. Pourquoi ce spectacle existe et avec qui? Merci Paul. Ah, quelle chaleur! 2 heures de marche, ça fait si long. Oui, et en plus, ça grimpe drôlement. L'engin, je ne sens plus mes jambes. Vous vous rendez compte pour le pauvre Mine? Vieux comme il est aujourd'hui, il doit souffrir. Quel paysage! C'est superbe, mais en même temps si effrayant. Effrayant? Oui, quand on pense à tous ceux qui ont vécu ici, on sent encore leur présence. Quel silence! Brrr, ça fait froid dans le dos. Ah, tiens, voilà Mine dans son jardin. Bonjour, Minoï. Bonjour. Bonjour, Mine. Bonjour. Bonjour, Mine. Bonjour. Bonjour Mine, ça va? Toujours dans ton jardin? Moi ça va, moi toujours dans le jardin. On m'a préparé la terre ici, pour salade. Vous comptez en boire? Oui, Mine. Tu n'as pas de problème d'eau? Non, pas de problème l'eau. Monsieur Blanc finit emmener fût ici, avec de l'eau dedans. Monsieur Blanc vient souvent te voir. Oui, Monsieur Blanc, lui gentil avec moi. Lui venez moi voir tous les jours, l'emmener commission. Thé, café, sucre, pétrole pour l'eau, tout ça, tout ça. Dis donc, Mine, tu deviens vieux, hein?
Il faudrait songer à descendre au village. Tu pourrais rester à Pagoumen. Non, Mine, toujours rester ici. T'as pas content de descendre. Mais si tu tombes malade, qui va s'occuper de toi? Non, Mine, jamais malade. Mine, ça va. Mine a tout ici. Jardin, poule, sève, ça va, ça va. Et puis Monsieur Blanc, venez voir moi tous les jours. Oui, mais tu es trop vieux maintenant pour rester tout seul comme ça. Ah, venez voir le jardin pour moi. Lui joli ici. On a la salade ici, là. T'as goûté? Merci, Mine. Ah, doucement, doucement. Laissez-moi faire. Mine, et si tu descends à Pagoumen, tu pourrais te reposer. Et tu iras à Koumak quand tu voudras. Non, non, pas Koumak. Mine, restez ici. Mais en tout cas, nous, maintenant, il faut qu'on descende. Au revoir, Mine. Au revoir. Au revoir, Mine. Au revoir. Allez, descends vivre avec nous parmi les vivants au lieu de rester ici avec tes fantômes. T'as pas peur ici la nuit? Non, moi n'a pas peur la nuit ici. Mine, restez ici. Mine, quand on mort ici. Bon, ben au revoir, Mine, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au Ça revoir. va, Mine. Au revoir, Mine. Fantôme, pas pour Mine. Fantôme pour les tribus. Ce site minier, cet espace que vous découvrez sur votre antenne, c'est une montagne. La montagne du tonnerre, c'est le nom de ce spectacle donc, qui sera présenté, je le rappelle, dès ce soir pour vous qui regardez cette émission, à partir de 20 h. Pour nous en parler, Émile Martinez, bonjour, vous êtes président de l'association Maurice Lénart et à vos côtés, quelqu'un que nous connaissons bien, Pierre Culan, chargé des affaires culturelles. Alors Émile, ce personnage que nous venons de découvrir dans ce bref extrait, c'est je crois le témoin principal de ce spectacle, la montagne du tonnerre. Tout à fait, on le revoit à plusieurs reprises dans le cours du spectacle. Minoï est la dernière personne à avoir vécu sur ce site lorsque la mine a fermé. Il était déjà âgé et régulièrement des membres de l'association vietnamienne et un certain monsieur Blanc venaient lui demander de redescendre au village. Il a fini par y redescendre 2 années avant sa mort et par s'installer à Pagoumen. C'est un peu en fait ce que nous résumait tout à l'heure Paul Tourte qui a travaillé sur cette mine. À la fermeture, beaucoup de familles se sont trouvées désœuvrées, désemparées, désorientées. Oui, avec l'espoir que l'exploitation reprendrait. Des anciens ont pu vous dire ou vous diront que pendant longtemps le village est resté comme s'il devait réouvrir quelques jours après. Et les gens avaient l'espoir de revenir travailler. Alors, c'est une première, c'est la première année de ce spectacle. Pourquoi avoir eu l'idée de mettre sur pied une époque, une histoire, et de la mettre un petit peu en image? Ça s'inscrit dans les objectifs de notre association qui travaille dans une perspective que l'on appelle interculturelle, qui cherche à mettre ensemble les différentes communautés qui vivent sur ce territoire pour s'interroger sur leur passé. L'an dernier, nous avons fait à peu près la même chose avec la tribu de Lechaot. Et cette année, nous avons voulu travailler autour de cette mine parce que c'est un peu le symbole du peuple calédonien avec les différentes ethnies qui ont travaillé à la réussite de cette extraordinaire aventure humaine et économique que fut la Tiebagui. Alors, Pierre Culan, les affaires culturelles, on vous connaît pour la participation à des activités artistiques, à des démarches intellectuelles originales, mais le fait d'entrer dans l'histoire, est-ce que c'est une nouvelle politique que vous tenez à aborder, un nouvel angle? Ce n'est pas tout à fait une nouvelle politique dans le domaine culturel, puisque c'est la politique du patrimoine. Mon prédécesseur avait déjà travaillé sur le problème de Tiebagui, comment faire vivre à la fois l'histoire, vivre le patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas simplement des pierres, ce sont aussi des gens qui l'ont habité, ce sont des histoires, c'est l'histoire. Et le thème « Entrer dans l'histoire », c'est effectivement un moyen de rendre vivant ce que rappelait Émile Martinet, la mémoire de plusieurs communautés. Le fait d'être le chéquier, entre autres, de cette manifestation vous donne-t-il un droit de regard que vous usez avec abondance? Est-ce que vous avez un droit de regard sur le scénario? Est-ce que vous avez un droit de regard sur l'esprit adopté dans ce spectacle? Je crois que comme toutes les affaires culturelles en France et partout où il y a des DRAC,
on est fort attaché à la liberté de création. Donc je n'utilise pas ma capacité de chéquier pour imposer quelque chose. Bien. Alors, Émile, ce spectacle, depuis combien de temps vous y pensez et avec qui? Ce spectacle, nous y pensons depuis 6 mois. Et nous avons commencé à travailler avec Pierre Cullen. L'idée originale était un peu différente. Initialement, nous voulions faire un spectacle en 3 tableaux, reprendre l'histoire de Netchaot, un deuxième tableau sur l'histoire de la Tiebagi et ensuite un troisième tableau qui aurait mis les différentes communautés ensemble. Il nous est apparu que ce qui avait été fait à Netchaot était devenu le patrimoine des gens de Netchaot et qu'il fallait le laisser courir, continuer et qu'il fallait faire quelque chose de spécifique. Donc, à partir de cette idée, nous avons fait venir la mairie de Koumak, qui était partant dans le projet, à rassembler les anciens sur le site. Il y a maintenant un mois. Alors, nous allons le voir, parce qu'on va aller rejoindre Dick, le réalisateur néo-zélandais, le metteur en scène qui s'occupe de la mise en image de ce spectacle. Pour vous, Émile, quel a été l'objectif premier de l'écriture de ce spectacle? Est-ce que ça a été une rigueur historique? Est-ce que ça a été de ne pas endormir des gens pendant 1h30, donc éventuellement de romancer un petit peu ce spectacle? Alors, premièrement, comme vous le dites très bien, c'est un spectacle et donc sa première vocation, c'est d'intéresser le public et de lui plaire. Deuxièmement, nous ne faisons pas œuvre d'historien. Nous replaçons les gens dans leur contexte historique pour qu'ils puissent travailler et réfléchir. Mais nous avons conservé une trame historique. Il faut bien dire qu'on ne peut pas résumer plus de 100 ans de la vie de la mine en un spectacle d'1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h15, sans traiter certains aspects de manière symbolique, sans les évoquer simplement de manière symbolique. Je dois préciser que le spectacle est écrit à partir des sources écrites, de la documentation écrite, mais de la tradition orale des anciens, pas seulement des Européens. Nous avons voulu associer les Mélanésiens qui vivent autour. Nous avons suivi les chemins coutumiers pour qu'ils nous autorisent à raconter l'histoire. Et tout le monde a été associé très largement à cette approche. Alors Pierre, je parlais tout à l'heure du côté financier, mais j'imagine qu'avec les professionnels que vous êtes, votre équipe, vous avez apporté une autre collaboration. Est-ce que vous avez apporté une collaboration artistique, d'éclairage, de mise en image de ce spectacle? Est-ce que vous avez donné libre accès par vos capacités administratives à utiliser des archives qu'ils n'auraient pas pu avoir sans votre participation? Les archives sont en libre accès, hein, bien évidemment, et ça, toute personne qui souhaite... Je vois le directeur de la bibliothèque réagir. Oui, oui. Toute personne qui le souhaite peut avoir accès aux archives et c'est bien. On a aidé l'association Maurice Lénard parce que, je dirais, elle a besoin pour présenter ce spectacle de moyens lumière, de moyens en termes aussi de micro. Et donc, en complément de l'action directe qui est menée par l'association, on l'a aidé pour pouvoir rassembler, je dirais, tout ce qui est nécessaire à une bonne représentation ce soir et demain soir. Pierre, j'imagine que votre objectif aussi, c'est de perpétuer cette nouvelle initiative première en 1994. Est-ce que ce sera, pourquoi pas, un film? Est-ce que ce sera peut-être un reportage photo, un CD? Est-ce que vous avez pensé à finaliser un spectacle pour l'avenir et pour la mémoire calédonienne? J'ai un rêve par rapport à ce site et on l'évoquait avec Émile. D'une part, c'est que le site revive pleinement, ce site, et je crois que c'est un rêve que je partage aussi avec Luc Chevalier, avec le maire de Koumak, que ce site revive. J'ai un autre rêve, c'est que l'endroit scénique, le lieu scénique qu'on a créé, soit un lieu scénique qui soit plus permanent sur Koumak, qu'il permette d'accueillir les troupes qui viennent sur le territoire et qu'il permette régulièrement d'avancer sur le spectacle d'année en année, de faire progresser le texte, de faire évoluer ce texte et d'arriver à ce que le site de Tiebagi soit un site qui soit vivant pour tous en Nouvelle-Calédonie et peut-être au-delà. Bien, en tous les cas, merci. Pour conclure, Émile, en 2 mots, parce que c'est vrai qu'on a envie, nous, que les gens viennent nombreux ce soir et demain, ce vendredi et ce samedi, le thème, l'histoire de ce spectacle. Eh bien... faut laisser des surprises quand même. Hein. Le thème, oui. Je vais peut-être simplement reprendre une idée qui est dans
l'épilogue, c'est qu'il n'y a pas d'avenir commun sans passé partagé. Et à travers ce spectacle, nous avons voulu que les gens partagent leur passé. Et je crois que c'est un spectacle avant tout, et qu'il sera comme spectacle, au-delà de la vocation pédagogique, si je puis dire, qu'il a, ce sera un moment agréable. Bien. En tous les cas, messieurs, merci d'être avec nous sur ce site exceptionnel. Je vous invite à marquer une pause musicale dans cette émission. Et puis juste après, côté coulisses, côté spectacle, en pleine répétition, vous allez voir, c'est la précipitation. Eh bien, rendez-vous avec le Néo-Zélandais metteur en scène, Brian. On le retrouve dans 5 minutes. Merci. Avoir les idées, c'est bien, la démarche intellectuelle est intéressante. En revanche, mettre en image toutes ces idées développées, c'est beaucoup moins évident. Pour preuve, Brian Devers, bonjour, nous sommes mercredi, il est midi. Dans 2 jours, pour vendredi, tout sera prêt? Ah, tout sera prêt, oui. Vous... Jamais fini quand même, mais quand c'est l'heure, quoi. Alors, vous êtes metteur en scène, vous êtes néo-zélandais, mais vous parlez parfaitement bien le français, pourquoi? Bon, pas tout à fait parfaitement, mais il y a 15 ans, j'ai passé quelques années en France et j'ai eu l'opportunité d'apprendre le français dans les cafés en jouant de baby-foot, flipper, voilà. Et puis je crois savoir que ces dernières années, vous êtes déjà venu sur le territoire, notamment pour la Cave du Comte. Aussi londonière pour travailler avec les jeunes de la tribu de Netchaut, où on a monté un spectacle à partir de leur histoire orale. Alors, quelle est pour vous la raison première, la difficulté d'être metteur en scène? Metteur en scène de théâtre, de spectacle communautaire, pluriethnique, ça veut dire quoi pour vous? C'est une découverte des gens, c'est une découverte des différences. Pour moi aussi, le travail ici, c'est une découverte d'un pays qui est le plus proche voisin géographiquement de la Nouvelle-Zélande. Vous êtes bien plus proche que l'Australie, par exemple. Et pour moi, plus près de nous, quand même, il y a le Vanuatu. Voilà, mais pour nous. Et voilà, c'est un peu encadré mon relation que j'ai découvert avec la France et la tradition française dans le Pacifique du Sud. Alors, aussi par rapport à d'autres ethnies, bien sûr. Alors, en regard de l'association Maurice Lénard, de la sauvegarde du patrimoine, de l'écriture de ce spectacle, quelle a été votre participation à l'écriture? Est-ce qu'il y a des choses où vous avez dit ça, c'est bien, ces messages, cette symbolique, comme nous le disait tout à l'heure Émile Martinez, c'est bien, mais en revanche, pour la mettre en spectacle, c'est beaucoup plus dur. Est-ce que vous êtes intervenu aussi à l'écriture, où vous avez dû, tout simplement, essayer de retranscrire impérativement tout ce que les scénaristes avaient voulu mettre en avant? Bon, moi j'y interviens par rapport au spectacle. J'emmène certaines techniques, j'emmène un œil extérieur, j'emmène un écoute. Et alors moi j'entends beaucoup d'histoires et à certains moments je renvoie une image que peut-être celle-là c'est important et c'est intéressant. Et donc je viens pour poser plein de questions. Je n'emmène pas de réponse. Et aussi par rapport au travail avec une communauté quelconque, j'arrive à... J'essaie de ne pas avoir de préjugés. Vous vous considérez un peu comme le Candide? Le Candide, le Candide, à savoir la personne qui veut tout apprendre, qui ne connaît rien au départ et qui veut découvrir? C'est un type de travail dans une communauté et surtout ça, aussi parce qu'on ne peut pas savoir sur quelle technique, sur quelles habiletés on va trouver sur place. Je veux dire, si j'ai décidé, le Tibagi, c'est vraiment un spectacle acrobatique, je vais faire tout en danse, cabriole supérieure, j'arrive sur place, ils sont très bien avec le parole, mais personne ne peut bouger, alors je me plante. Alors, tout se règle par rapport à ce que la communauté peut donner. Alors, vous travaillez avec des amateurs, avec des gens de la région, avec des gens qui revivent parfois, comme nous allons le voir tout à l'heure, l'histoire de leur propre famille.
Oui. C'est difficile de travailler, non pas avec des professionnels de la scène, mais avec des gens du cœur. Si on veut exactement la même chose qu'avec les professionnels, c'est impossible, pas seulement difficile. Mais le travail d'un spectacle communautaire, on cherche d'autres choses. Et c'est par rapport à une communauté qui raconte leur histoire, c'est raconter aussi les choses qui peut-être il ne dit plus. C'est une recherche et il y a des techniques spéciales qui se trouvent un peu partout, peut-être pas encore trop en France, mais... Alors, sur scène, combien d'acteurs et d'actrices? Ah, ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Ça, c'est un problème aussi. Mais ça va de combien à combien? Je dirais à 35, les 35%. Bon, je crois que vous y avez associé également de la musique, voilà. Avec un orchestre. Voilà, dont un accordéoniste qui a animé les bals dans les années 50 en eau, sur la mine. Il reviendrait pour jouer dans le spectacle. Et je crois même savoir, mais je crois même savoir qu'après le spectacle, l'accordéoniste restera sur place pour éventuellement aussi, continuer la fête sur le site. Oui, avec des jeunes du coin, d'un orchestre du Coumac. Ils vont jouer pendant 1 heure pour que les gens dansent, fait un peu la fête. Brian, depuis combien de temps vous travaillez aux répétitions de ce spectacle? À 1 mois. J'ai fait un petit voyage. C'est un challenge, hein? Ouais. Bon, j'aime ça, quoi. En 2 mots, peut-être. En 2 mots, vous résumeriez comment votre spectacle? Bon, pour inciter le public à venir. En 2 mots, c'est les gens qui se souviennent d'une histoire importante qui se passe ici. Et ils n'ont pas envie de perdre cette histoire. C'est de se souvenir aussi des moments peut-être douloureux et des jouissances aussi. Bien. Je vous invite tout à l'heure, vous avez vu, on a filmé discrètement des répétitions, etc. On a filmé un extrait que j'aimerais bien qu'on voit maintenant. C'est une grande fête, on est dans les années 1910. En 2 mots, vous nous présentez cet extrait? Voilà. Il raconte que dans ces années-là, le travail de la mine s'arrêtait pour 3 jours. Tout le monde descendait de la mine à Pagomène. Et là, ils faisaient la fête pendant 3 jours. Et c'était toutes les ethnies confondues. Donc, c'était tous les danses de récréation entre la pilou et ce qu'il appelle le Scottish, qui était une danse de l'époque. Eh ben, je vous invite tout simplement à retrouver cette fameuse fête. Attention, c'est une répétition en plein jour. Donc nous n'avons qu'un bref aperçu de la grandeur de ce spectacle, car bien évidemment, il est conçu pour être de nuit, donc avec des éclairages adéquats. La fête, les années 1910. Merci Brian. Merci. C'est nous les filles de Pagomène. Le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Moi, je vais profiter de ce break de Spilou. On est toujours sur le site, vous avez vu, ça c'est l'entrée de la mine. Avec donc ces comédiens amateurs, des gens de la région, des gens qui ont écrit en commun ce spectacle pluriethnique pour retranscrire un peu l'histoire de cette mine. Cette mine, on l'a vu dans cette émission, c'est un petit peu le reflet de ce territoire. Sylvette Le Pigeon, vous m'accordez 2 minutes? 2 minutes alors. Sylvette, je crois savoir que pour vous, ce spectacle est très très important. Pourquoi? Très important dans le sens où mon arrière-grand-père a découvert la mine. Mais malheureusement, il cherchait seulement de l'or, donc cela ne l'a pas intéressé. Et bon, maintenant, on en rit, mais l'histoire dit qu'il a échangé la mine contre un tonneau de vin et quelques milliers de francs. Quand vous dites l'histoire dit, ça s'est vérifié ou c'est une rumeur? Non, c'est vrai, mais maintenant, ça prête à rire. Votre arrière-grand-père était quoi? C'était un chercheur d'or qui naviguait un petit peu dans le Pacifique? Il arrivait d'Australie où il était arrivé dans les années 1860. Il n'avait rien trouvé, donc il a tenté sa chance ici. Pour vous, de collaborer à ce spectacle en pleine répétition,
C'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps? Depuis longtemps, peut-être pas, puisque je ne pensais jamais oser faire partie d'une troupe. Quand je dis troupe, c'est pas prétentieux, mais j'avoue que cela m'a fait plaisir. Et je suis vraiment très très contente d'avoir pu participer à faire connaître peut-être un peu d'histoire de la région. Vous êtes ému? Soyez pas intimidé. Vous êtes ému de revivre un peu tout ce passé? Oui, certainement. Et c'est normal. Je vous invite à retourner danser parce que je suis sûr que vous avez envie de danser. Germain, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu tout à l'heure dans le Pilou. Vous êtes jeune mélanésien, vous êtes du coin, vous êtes de la région, vous êtes d'où exactement? Je suis de la tribu de Tiabet, tout à l'extrême nord, quoi. Ouais. Alors, vous, jeune, d'une tribu, d'un clan, quelle impression vous avez de travailler à ce spectacle? Est-ce que c'est aussi important? On a vu Sylvette, c'était son arrière-grand-père qui a vendu la mine. Et vous? Moi, je fais partie du clan Fadom, là, qui recouvre un peu la région. Et puis, nous, on participe au spectacle, là. C'est un autre mode d'expression qui est actuel, quoi. Et puis qui fait donner beaucoup d'expression aux gens qui participent au théâtre et tout ça. Simplement, notre participation à nous, c'est on ne veut pas vraiment faire le procès de l'histoire de la montagne de Tibagi avec tous les gens qui ont vécu, qui ont créé de leurs mains, qui ont fait toutes les choses sur la montagne de Tibagi. On ne veut pas non seulement faire le procès de l'histoire, mais aussi ne pas faire le deuil de l'histoire de Tibagi, parce qu'il y a des gens aussi qui habitent et puis il y a des Kanaks qui ont vécu et qui sont les premiers habitants d'ici et puis tout ça. Et ça fait partie de l'histoire. Simplement, les objectifs du théâtre, c'est pour nous ensemble, avec tous ceux qui jouent, et puis avec toute l'histoire, et puis le passé pour nous ensemble, c'est nous promouvoir l'avenir. Et puis faire ensemble tout le partage qu'on a fait dans le passé, c'est aussi partager l'avenir. C'est la référence même de ce spectacle pluriethnique. Je vous laisse retourner avec ces comédiens, peut-être professionnels très bientôt. Vous pouvez faire la bringue. C'est le dernier extrait que je vous propose. On va retrouver l'accordéoniste, on va retrouver la fête. N'oubliez pas que nous sommes en 1910. Et quand vous viendrez ce soir assister à ce spectacle, il y aura des lumières. Dernier extrait, et on se retrouve après avec Luc Chevalier, le côté historique. Viens, je vais t'emmener voir le clair de lune. Mais qu'est-ce que tu racontes, mes loulounes? Tout ça c'est fini. Il n'y a pas de diable. Mais tu peux pas comprendre, toi. Vous venez d'arriver, vous. Nous, on est là depuis toujours. Puis en plus, ça, ce sont les vieux qui nous l'ont dit. Ils ont dit quoi? Ben, tu vois, c'est les diables, là-bas. Les anguilles, dans la cascade. Oui, et alors? Ben justement, ils disent que c'est le diable. Et en plus, ils peuvent nous manger, nous les femmes. Mais comment ça, très dangereux? Et pourquoi pour les femmes? Ben, je peux pas te raconter. C'est trop tabou. Oh, allez, arrête tes histoires. Viens, on va se baigner. Non, 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 vas-y, toi. Moi, je peux pas. Moi, je reste ici. Écoute, moi j'ai l'habitude des anguilles. Je vais te protéger. Non. Bon, écoute, je te raconte ça, hein. Tu vois, c'est les anguilles, là-bas. Ben, nos vieux nous disent que c'est le diable. Et il paraît qu'ils peuvent sortir de l'eau, se glisser dans le ventre des femmes et les manger. Oh, et puis tu m'embêtes avec tes histoires d'anguilles. Va retrouver tes vieux. Moi, je vais danser tout seul. Voilà, c'était le dernier extrait de ce spectacle, La Montagne du Tonnerre. Avant de terminer cette émission, il était bien évident que nous ne pouvions ne pas évoquer Sauvegarde du patrimoine, une association, une participation importante pour cette manifestation. Notre historien de référence, Luc Chevalier, bonjour. Bonjour Thierry. Derrière cette structure, c'est là où a lieu ce spectacle. Cette structure, c'est quoi? Eh bien, ce sont les dernières installations d'exploitation de la chromite de Tiebagi, mais qui remontent à une vingtaine d'années seulement. Ça n'a rien à voir avec l'entonnoir dont nous avons parlé ou dont on vous a parlé précédemment. Luc, dire que le nickel sur ce territoire, c'est un peu l'histoire de ce siècle, quoique c'est vrai, j'espère ne pas me planter, 1876, la découverte du nickel, et 1889, la première société. Oui, oui. Oui, mais nickel. Nickel.
Oui, mais le nickel, exploitation à ciel ouvert. Ah, expliquez-nous alors. Bon, jusqu'à présent, l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie... Je vous sens heureux comme un pape de parler de la mine du absolument, nickel. absolument, oui. Exploitation du nickel, obligatoirement exploitation à ciel ouvert. En ce qui concerne l'exploitation de la chromite, avec la découverte à Thiébagui, la technique d'exploitation a complètement changé, car il a fallu faire une exploitation souterraine. La découverte de Thiébagui résulte simplement de ce que l'on appelle une tête de chrome, qui sortait d'une 5-6 mètres, ou peut-être même moins, au-dessus des latérites. Bon, elle a été découverte, certains prétendent par ceci, d'autres par cela, enfin elle a été découverte. Et la mine a d'abord été vendue à un monsieur Rossiter, ensuite à un monsieur Desmasures, et ensuite elle a été vendue à une société qui s'appelait la société La Thiébagui. Mais Luc, on a fait beaucoup d'émissions sur ce territoire, sur le nickel, mais moi j'aimerais savoir comment on a pu amener des Calédoniens à ne plus exploiter la mer, à ne plus exploiter la terre, mais à les inciter à aller sous la terre. Ça, c'était une démarche complètement nouvelle. Est-ce que dans l'histoire, par exemple, on avait été déjà au fond de la terre? Oui, antérieurement à Thiébagui, il y a eu une exploitation souterraine, la première, avec l'exploitation du cuivre à la mine Pilou, du côté de Harama, et la mine Balade, du côté de Ouégoa. Mais la sidérurgie a été telle que on s'est aperçu que le chrome, le minerai de chromite, donnait un métal qu'on appelle le chrome, qui était devenu indispensable pour la dureté des aciers. Et déjà, je dirais presque qu'on préparait 14-18, hein, peut-être. Enfin, toujours est-il que l'exploitation du chrome a pris une telle proportion que les pays, que ce soit la France ou les autres pays d'Europe ou d'Amérique, ont eu besoin de ce minerai pour faire des aciers particulièrement résistants. Mais j'imagine qu'en Calédonie, pour la mémoire collective, pour le collectif de cette région, bon nombre de rumeurs ont dû circuler, prétextant n'allez pas sous la terre, vous allez être malade, vous allez voir des apparitions, vous serez malade dans 10-15 ans. J'imagine que ça a dû avoir lieu. Oui, oui, ça a dû avoir lieu, mais... Laquelle est la plus célèbre? Oui, non, mais il faut vous dire qu'avant d'aller sous la terre chercher le minerai de chromite, l'exploitation a eu, elle aussi, à ciel ouvert. On a travaillé autour de cette tête de chrome dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on est descendu, on a élargi l'entonnoir jusqu'au moment où on est arrivé à 100 mètres de profondeur, et par crainte d'éboulement, il a fallu forer. C'est là où on commençait, à partir de 1922, je crois, c'est là où on commençait l'installation de l'exploitation en galerie souterraine. Et signaler à cette occasion qu'en regard de la métropole, nous étions très bien placés au niveau des techniques de forage. Absolument. Et la lentille, enfin si on peut appeler ça une lentille, mais c'est le terme qu'on utilise en général, la masse de chromite dans Thiébagui est très très importante. Il ne faut pas oublier que le chrome de Nouvelle-Calédonie est un chrome qui sortait en moyenne à 52-55% de teneur. Il n'y avait pas besoin de le traiter, on le sortait du souterrain, on le chargeait directement et c'était expédié ailleurs. Sur Chagrin, à côté, bon, le minerai était moins riche, on le mettait sur des tables à secousses et on en tirait une poussière de chromite qui venait précisément à cette teneur de 54-55% de teneur. Mais la descente, si je vous me permettez l'expression, la descente aux enfers, dans les entrailles de la terre, bon, au début, d'après ce que m'ont dit les anciens, moi j'y ai pas travaillé, j'y étais dans la mine, mais pas pour y travailler. D'après ce que m'ont dit les anciens, ils avaient une certaine appréhension. Parce que quand vous rentrez sous terre, c'est exactement comme lorsque vous rentrez dans une comment dirais-je, une grotte. C'était germinal? Hein? C'était un peu germinal? Ah non, pas à ce point-là, non. Non, non, je montrais la mayonnaise en vous disant peut-être un peu. Non, 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 je veux rester honnête. On se posait des questions. Les vieux se posaient des questions. Oui, mais rentrer sous terre et comment on va respirer, l'éclairage. Mais la société avait tout prévu. Alors Luc, autre question, parce qu'il y en a des tas à vous poser. Comment on était perçu en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans la région avec ces techniques de forage? Et deuxièmement, est-ce qu'on a craint, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, que les éventuels envahisseurs prennent profit de ces techniques et éventuellement gaspillent tous ces forages? Eh bien, effectivement... Il y a eu des protections?
Effectivement, au moment de la guerre du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie constituait un miroir vers lequel les yeux se tournaient. En dehors du potentiel nickel, il y avait ce potentiel chrome et le potentiel fer. Les événements ont voulu que la guerre du Pacifique s'arrête à la bataille de la mer de Corail. Dieu merci, on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Mais l'exploitation de la mine de Tiebagui a continué. C'est très important dans la sauvegarde du patrimoine parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'exploitation des mines, nickel, cobalt, tout ça, c'était pratiquement à ciel ouvert. Or, Tiebagui, avec Pilou, ce sont les deux seules mines où vous avez un autre mode d'exploitation, en galerie souterraine. Je crois qu'il faut essayer de conserver ça. Et c'est la raison pour laquelle, avec la municipalité de Koumak, nous avons essayé de lancer cette opération. Oui, Robert Faux m'a dit, vous savez, j'appelle Luc Chevalier, répond tout de suite présent. Luc, pour terminer, pour vous, quel est l'intérêt premier de ce spectacle? Est-ce que c'est une manière de prolonger l'intérêt sur la mine pour les 10 ans à venir? C'est une première. L'association veut renouveler ce spectacle tous les ans. Oui. Votre opinion? Oui, mon opinion, si vous voulez, le résultat est à double effet. Le premier, c'est pour nous, qui sommes les moyens anciens, si vous me permettez l'expression, c'est une façon de rendre hommage et de dire merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette mine. Car ça a été une mine de la souffrance. Il faut pas se cacher les yeux, ça a été une mine de la souffrance. Ils ont tenu, ils ont travaillé. Ensuite, ce projet vise à sauver, à sauvegarder ce qu'il reste encore dans le relief historique de cette montagne et dans le relief des mémoires des gens, essayer de sauver ce qui reste et d'en faire profiter les autres. Car à partir du moment où on oublie tout ça, le pays perd son âme, ça n'est plus un pays. Bien, Luc, en tous les cas, merci d'être venu. On va repartir d'ailleurs ensemble. Je vous invite pour terminer cette émission bien à nous retrouver où nous sommes venus, c'est-à-dire ce matin à l'aéroport de Koumak avec notre pilote Frédéric. Et pour terminer, bien un représentant de la mairie de Koumak. Luc, merci. J'aimerais bien qu'on fasse une autre visite ensemble. Avec plaisir. Voilà, on a quitté le site de Tiebagui. Il est pratiquement 17 h et il est temps maintenant de repartir. Notre dernier invité, venez, on va, puisqu'on repart. Marc Lemaître, vous êtes deuxième adjoint au maire, chargé de la culture à Koumak. Alors, pour le responsable de la culture que vous êtes et pour la commune de Koumak, c'est important cette manifestation? Pour nous, c'est sûr que c'est très important, dans la mesure où, au niveau municipal, on a toujours été pour que Tiebagui revive. Dans un premier temps, pour qu'on puisse sauvegarder donc, le patrimoine du Nord calédonien, et dans un deuxième temps, peut-être de retracer l'histoire de ces anciens. Et je dirais, je l'espère tout au moins, à court terme, essayer de faire revivre l'ensemble du Nord calédonien par des structures d'accueil, de façon à revivre le sentier des anciens. Et je terminerai en disant que le transporteur se remette en marche. Alors, par rapport aux affaires culturelles, par rapport à la sauvegarde du patrimoine, quelle a été votre action, vous, la mairie? L'action de la mairie, c'est parti de l'initiative de l'association de Maurice Léninard qui nous a donc contactés. À la suite de quoi on a trouvé l'idée intéressante et on a mis un maximum de moyens pour que ces deux soirées puissent avoir lieu en temps voulu. Ça n'a pas été facile, on a mis de gros moyens et on espère que vendredi et samedi tout se passera bien et je convie un maximum de personnes à y venir. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que Tiebagui va revivre et je pense que Tiebagui revivra.
Bien, merci. Je vous dis au revoir parce qu'on va partir. Je terminerai quand même un petit mot en disant quand même merci à RFO. Et je pense que c'est une première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, donc La Montagne du Tonnerre, 1994. Venez parce qu'il faut qu'on s'en aille. Donc c'est ce soir à partir de 20h. Je ne suis pas sabatier encore, Roger. Hein. Donc n'oubliez pas, ce soir 20h et puis samedi à partir de 20h. C'est la fin de cette édition. On repart, toujours avec AV Azur. Et puis on se donne rendez-vous mardi soir pour un nouveau rendez-vous. Bye bye, excellent week-end. Ciao.